Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Le Big Data Hebdo, c'est un podcast qui vous fait découvrir la data et l'IA sous ses facettes évidemment technologiques, puisque nous sommes passionnés par ce sujet. Et dans le Big Data Hebdo, on a le plaisir souvent d'accueillir un invité, et c'est à nouveau le cas aujourd'hui, et surtout on est d'autant plus content quand c'est un invité qui revient, puisque l'invité que vous allez avoir avec vous aujourd'hui, c'est Nicolas Corchia, qui est de la société Indexima, et nous avions eu le plaisir de l'entendre déjà lors de l'épisode 126, où il était venu nous parler d'Indexima. Et bien sûr, les sociétés évoluant, les produits évoluant et les contextes dans lesquels ils doivent travailler évoluant. Il a quelques nouveautés à nous faire part qui sont très très adaptées aux nouvelles modernes data stack dont on parle tous les jours. Salut Nicolas, comment ça va? Salut Vincent, ça va très bien, merci pour l'invite. Et je suis ravi de venir partager effectivement des choses à tous ceux qui ne connaissaient pas encore Indexima et ceux qui connaissent déjà Indexima ou qui croient le connaître. Vous allez apprendre pas mal de choses normalement. Excellent. Excellent. Pour ma part, avant que Nicolas se présente, je vais me présenter pour ceux qui débarqueraient sur ce podcast. Je suis Vincent Huchling, je suis le fondateur de ce podcast et j'ai fondé ce podcast il y a une dizaine d'années. On a enregistré plus de 200 épisodes et quand je n'enregistre pas un podcast, j'accompagne mes clients pour les aider à construire et à mettre en œuvre les produits data et IA qui vont développer leur business. Nico, est-ce que tu peux te présenter brièvement, même si les plus curieux d'entre nous pourront avoir sûrement une présentation beaucoup plus longue en réécoutant l'épisode 126, mais est-ce que tu peux te présenter brièvement ton parcours en quelques mots et comment est-ce que tu es arrivé à faire Indexima? Alors en quelques mots, moi je suis ce qu'on appelle un data geek, hein. J'ai fait des maths avant de commencer mon expérience pro. J'ai un peu navigué, un peu de dev et puis surtout beaucoup de data très tôt, notamment chez un acteur, Mappy, le Google Maps français, chez lequel j'ai mis en place toute la stack data de zéro. Et à l'époque, on faisait du Hadoop. Et ouais, Voilà. Première version, dans les premières versions de Tableau, on top d'Hadoop, c'était assez drôle. Et évidemment, tu fais du Tableau on top d'Hadoop il y a maintenant un peu plus de 10 ans, tu galères. Tu galères à setup ton Hadoop, tu galères à naviguer dans tes boards. ouais. D'autant plus qu'on parlait à l'époque de déjà plusieurs centaines de millions de lignes, voire même plusieurs milliards de Ouais, lignes. c'était l'un des rationnels forts sous Hadoop, c'était le fait de dire qu'on pouvait monter à des centaines de millions de lignes. Malheureusement, il fallait bien les faire passer dans le tuyau et Hadoop n'était pas quand même reconnu pour sa célérité de capacité à sortir de la data et à faire des requêtes SQL au travers de Hive pour donc les plus anciens d'entre nous, puisqu'on est quelques-uns à avoir vécu ces années du début de la dernière décennie sur le sujet avec le sujet Hadoop et on en a tous un petit peu chié pour être très clair C'est clair. sur ce sujet de la performance de requête, surtout qu'on était très souvent confronté quand même à des gens qui avaient l'habitude de travailler avec des reportings qui tournaient face à une base Oracle ou mieux face à des bases analytiques, puisqu'il y en avait quelques-unes, il y avait des outils comme Greenplum et tout ça qui délivraient des niveaux de performance bien plus élevés. Et donc, Hadoop avait quand même assez mauvaise presse de ce côté-là, puisque on se retrouvait très rapidement avec des gens qui disaient bah, attendez, votre truc c'est bien marrant, ça fait plein de trucs, ça a l'air bien, bien sexy, mais quand même en termes de perf c'est dégueulasse. Et donc le premier pitch d'Indexima c'était de résoudre ce truc-là pour que ça souffle un peu plus fort en sortie du cluster Hadoop. Tout à fait. À l'époque, chez Mappy, on joue, on se casse les dents, on cherche des solutions autour de ce qui s'appelait Spark SQL in memory. C'était important que ce soit in memory à l'époque. Et au final, comme on n'a rien trouvé d'intéressant, eh bien, on a conçu une solution qui nous a permis d'avoir le beurre et l'argent du beurre, à la fois ton Hadoop qui plaît aux techos et qui est capable de cruncher des grosses volumétries de data, parce que voilà, Hadoop était là pour ça, et quand même assez robuste. Et de l'autre côté, le côté sexy de Tableau et de la perf. Et on s'est retrouvé à faire des boards Tableau sur plusieurs milliards de lignes avec des temps de réponse de quelques centaines de millisecondes. Tout ça en direct query, quoi, sans avoir besoin de reconstruire des cubes et tous ces trucs un peu relous de l'époque.
Alors, souvent, quand on discute de ces optimisations de performance, les gens disent, bah ouais, enfin, observez votre environnement data, et puis, ben, vous faites des optimisations en termes de table, vous allez créer des préagrégations, des trucs comme ça. Et finalement, en deux mots, c'est ce que fait Indexima à votre place. C'est-à-dire que Indexima va être en mesure de regarder les requêtes qui sollicitent le cluster Hadoop, et puis il va être en mesure derrière de créer ces optimisations, ces requêtes, ces préagrégations à la volée. Et donc ça, c'était dans un contexte Hadoop, c'était ce que vous aviez, c'était votre produit. C'était uniquement Hadoop ou vous aviez déjà eu une petite, entre guillemets, euh, pardon, compatibilité avec d'autres environnements? Le début, c'était que Hadoop, hein. C'était même le monde fichier, que du parquet, on va dire. Enfin, bon, tout ce que tu pouvais poser dans ton Hadoop. Ensuite, effectivement, une fois qu'on a éprouvé ça sur les fichiers et sur Hadoop, on a élargi. Et entre 2017, les premières versions de Indexima qui tournent sur Hadoop et qui ne mangent que des fichiers, et aujourd'hui, on est passé par plein d'étapes qui sont cohérentes, mais d'abord se rendre compatible avec tout le monde SQL. Ouais, Ouais. ok. Ok, se rendre compatible avec tout le monde SQL. Et donc, si on continue un petit peu l'évolution des environnements data, là où on était à la pointe à la pointe de la technologie en utilisant Hadoop en 2015, 2016, 2017, jusque 2020 peut-être à peu près. Il s'est avéré que au passage de la décennie, il y a de nouveaux acteurs qui sont arrivés, qui sont ces Cloud Data Warehouse, qui sont arrivés avec une promesse d'être la réponse ultime à tous les problèmes qu'on pouvait avoir en termes de performance, puisqu'ils avaient cette capacité hyper scalable. Si on prend le plus célèbre d'entre eux, qui est Snowflake, la capacité à faire varier la taille des warehouses de manière démesurée, c'est-à-dire de faire, je crois que tu peux passer d'un ratio de 1 à 64 de mémoire, je crois que c'est ça l'histoire des tailles de t-shirt. Hein. Je me demande si on n'est même pas passé à un facteur 128 maintenant, mais en tout cas, c'est ça les ordres de grandeur. Ouais. Ce qui est déjà assez démesuré finalement en termes de capacité de scale, mais avec un coût qui a aussi la même capacité de scale. Donc effectivement, avec toujours une vraie situation, même si la ressource est élastique, à un moment donné, elles peuvent commencer à coûter extrêmement cher si on sert des gros besoins en direct dessus. Et finalement, votre évolution de produit a un peu suivi cette évolution du marché qui est de dire comment est-ce que on peut appliquer la même recette magique, même si elle n'est pas si magique, sur des produits, sur ces produits qui sont ces nouveaux Cloud Data Warehouse. Et, euh, et donc, le produit qui nous rassemble aujourd'hui, c'est finalement ce Indexima V2 qui est dédié à Snowflake. Et Ouais, t'as raison d'expliquer ça comme ça. Et puis, je suis assez aligné avec ton 2020. Tu sais ce qui s'est passé aussi dans cet espace-là? Le Covid. Et non seulement les hyperscalers sont arrivés et se sont installés et ont apporté on va dire, une facilité d'usage sans commune mesure par rapport à tout ce qu'on pouvait faire avant, notamment à travers Hadoop. Mais il faut aussi se dire que le marché et le move to cloud a été sacrément accéléré par le Covid. Bon, je vais pas faire de psychologie de comptoir et dire c'est facile, tout le monde était en VPN, donc c'est devenu vraiment complexe de dire à tout le monde, vous savez quoi, vous allez accéder à nos données qui sont inside, mais maintenant vous êtes outside, et puis blabla. Disons que si on regarde très factuellement, le move to cloud Europe et France a fait un énorme virage et a été sacrément accéléré suite au Covid, pendant le Covid. Et clairement, notre produit a fait la même chose. Bon, comme on était déjà compatible full SQL, aucun problème. Le Indexima, qu'on va appeler Indexima 1, qui était plutôt déployé on-prem chez nos clients, était déjà compatible avec ces sources cloud. Mais en réfléchissant un peu, on a décidé de séparer un petit peu certaines des briques du produit Indexima 1 pour en faire un produit Indexima 2 ouais, adapté au cloud et pas juste compatible avec le cloud. Et on a sorti un Indexima 2 for Snowflake, qui est le premier cloud data qu'on a décidé d'adresser début 2024. Donc là, maintenant, il y a très peu de temps, enfin une toute petite année. Et c'est celui dont on va parler un petit peu plus tard et que je démontrerai si on a le temps.
Ben ouais, parce que ça serait vachement bien qu'on ait une démo, parce que c'est ce genre de trucs-là qui sont quand même hyper parlants quand on a la chance de pouvoir les montrer sur une démo. Et effectivement, en plus, Snowflake se prête bien à ce jeu-là, puisque Snowflake a quand même des capacités de par sa séparation de ressources et la capacité qu'on a à gérer les ressources, on a une très bonne visibilité. Je pense que par exemple, un BigQuery de Google serait plus difficile à mettre dans ce type d'optimisation, puisque on a pas forcément une superbe vision sur la ressource qu'on met sur la table pour répondre aux requêtes, et on ne peut pas le contraindre en termes de quantité de ressources. Il y a quand même après ici, il y a les réserves slots sur Google BigQuery qui permettent d'avoir un niveau de ressources qui soit fixe, mais on a quand même un produit qui absorbe n'importe quel pic. Là où un Snowflake, on peut arriver à la situation où ça ne répond plus assez rapidement finalement. C'est vrai, tu as raison. Mais chez Snowflake, tu as Spotter pour accélérer. Ensuite, hein, on va être très franc, il y a un moment, c'est un pari. Est-ce que tu choisis Snow Oh, ou Databricks ou BigQuery avant d'avancer vers un data cloud et te spécialiser? alors Snowflake a une petite feature qui a dû être peut-être aussi un déclencheur qui vous a amené un peu plus à travailler avec Snowflake, c'est cette feature de Dynamic Table, qui sont un truc que seul Snowflake quasiment a sur le marché aujourd'hui. C'est la Dynamic Table, je dis toujours aux gens, vous laissez Snowflake faire des create table as à votre place et refaire un create table as qui soit avec un select sur la table, sur une table sous-jacente, et vous allez avoir entre guillemets le meilleur monde vous allez avoir une vue matérialisée qui va être quasiment refresh. J'allais faire un mauvais mélange d'anglais et de français, qui va être refresh avec un lag qu'on peut régler de mémoire sur Snowflake, qui est de se dire finalement, on a quelques minutes de retard par rapport à la donnée, mais ce create table as permet d'avoir une donnée qui soit aussi performante qu'une table et aussi flexible qu'une view finalement. Ouais, tu as tout à fait raison. La DT, j'aime bien ta définition. Perso, je le fais un petit peu différemment. J'explique qu'une DT, c'est une MV. Mais c'est une MV qui est un peu empowered. MV, pardon, Materialize View et DT, Dynamic Table. Euh, Tout le monde a déjà des MV, que ce soit BigQuery, Redshift, enfin bon, à peu près toutes les databases ont leur Materialize View. Pour rappel, pour tout le monde, une Materialize View, c'est une vue, mais dont le contenu est recalculé et matérialisé très régulièrement. Voilà, et plus la gestion du différentiel, c'est-à-dire ce qui n'est pas encore calculé, comment je fais, je vais le chercher en live. Et souvent, ce je vais le chercher en live, c'est le détail qui vient un peu tout casser, parce que il peut avoir un impact perf très fort. Mais voilà, une DT, c'est une MV, mais un petit peu enhanced. Disons qu'elle a au moins deux features qui sont clés par rapport au MV. La première, c'est cette définition de target lag dont tu parlais. C'est une MV, mais qui ne promet pas d'être Mm. tout le temps à jour. Elle se Voilà. rafraîchit selon une fréquence, selon un contrat que tu as signé avec Snow. Tu peux définir un target lag de 5 minutes, d'une heure, de 24 heures, comme tu veux. Et ce target lag, bah, c'est un contrat que tu signes avec Snow qui te dit, si tu as mis un target lag de 5 minutes, Snowflake t'assure que ta dynamic table sera à jour avec un différentiel de maximum 5 minutes par rapport à la data source. Et en fait, ce petit target lag, ce contrat que tu set up avec eux et qui est respecté, hein, merci Snow, et ben en fait change tout. Parce que tu ne te retrouves plus à avoir du résiduel que tu dois recalculer on the fly quand tu interroges ta structure, ta DT. Ouais. Et le deuxième élément, c'est que en fait une DT, bah, finalement derrière c'est un stream chez Snowflake, et du coup ça supporte tout le SQL en Ouais. incluant les jointures. Exactement. Et la jointure est souvent le parent pauvre dans les MV, puisqu'il y a beaucoup de moteurs, et Snow en fait partie, pour lesquels la Materialize View ne supporte pas la jointure. Ouais. Il Et y en je a crois d'autres, que hein. à la différence du Materialize View, il y avait aussi des fonctions temporelles qui sont supportées quand on est dans une dynamic table, qui ne sont pas supportées dans une, dans une vue matérialisée, pardon. Et ça aussi, ça fait une grosse différence de ce point de vue-là. Et donc, c'est clairement un truc qui, vous voulez améliorer vos performances, faites des dynamic tables.
Oui, clairement. Et nous, on utilise la Dynamic Table pour un besoin très particulier qui est le besoin de pré-agrégation, mais en fait, il peut être utilisé pour énormément de choses. Et finalement, presque, euh, derrière chacun de vos modèles sémantiques, on pourrait se dire que le layer d'exposition qui se trouve collé à votre layer sémantique devrait être matérialisé à travers une DT sans avoir besoin d'être traité à travers des différents pipelines, que ce soit avec DBT, Talend ou autre chose. Mais voilà, l'ADT, c'est cet objet qu'on définit très facilement, un peu comme une view, et qui a le mérite d'être resynchro par Snow de manière totalement automatique, et qui a un second mérite aussi, c'est d'hériter naturellement de tout ce qui est gestion des droits qui se trouve derrière sur les objets sous-jacents. Et donc, si on en revient à ce que vous faites, vous avez une approche qui est la même que celle que vous aviez sur Hadoop. Vous regardez les requêtes qui passent dans le tuyau et vous vous dites, ben tiens, ces requêtes, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elles fonctionnent un peu mieux? C'est exactement ce que fait le moteur Indexima. Il le faisait déjà comme ça sur Hadoop, puis sur toutes les databases, puis aujourd'hui sur Snow, de la même manière qu'on le faisait sur Hadoop et autres databases. Mais si je t'explique un petit peu comment on fait, en fait, nous, on est dans le monde de la BI. Et on aime accélérer quel type de requête, quel pattern de requête, les requêtes qui viennent des outils de DataVis, les group by. Parce qu'au final, une DataVis, c'est quelque chose qui est destiné à un être humain. Et puisque c'est destiné à être un être humain, au final, une data vise, c'est destiné à un être humain, et puisque c'est destiné à un être humain, finalement, on est à peu près certain, sauf si la data vise est designée de manière un peu spéciale, que ce qui va être rendu de manière graphique est du small data. Bah ouais. Puisque c'est du small data, pour répondre aux questions de cette data vise, très probablement qu'en vrai, des éléments de small data vont être suffisants pour répondre. Et du coup, mais bon, j'invente rien, on le sait tous, hein, entre une data vise, un tableau, un Power BI, un Omni, un MicroStrat, peu importe, et une data source. Mais quand je parle de data source, je parle de la raw data, hein, la data très fine. Qu'est-ce qu'on fait tous depuis des décennies? On met un layer entre les deux. On l'appelle layer d'agrégation, layer d'exposition. On utilise des cubes, on utilise des MV, des DT ou même les extracts des solutions de DataVis. De manière générale, dans une stack BI, il y a l'outil de rendering, Tableau, Power BI et Ouais. autres, le layer d'agrégation, le layer d'exposition et la raw data. Ce que fait Indexima, c'est regarder ce dont a besoin l'outil de DataVis et il vient calculer ce layer intermédiaire, ce layer d'agrégation de manière totalement automatique. Avant, ce qu'on faisait, c'est que ce layer, on le mettait in memory chez nous. Alors quand je dis chez nous, sur les instances Indexima qu'on déployait on-prem chez les clients. Quand on est dans Snowflake, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de mettre ces objets in memory chez nous, on les laisse dans Snowflake et on utilise l'ADT. Ce qui fait qu'on hérite de tous les avantages du fait de ne pas avoir copié la donnée puisque ça reste dans votre warehouse, dans votre database et dans votre Snowflake. On hérite des droits, on hérite de toute l'authentification. Et en fait, le moteur Indexima n'est là que pour faire l'intelligence de je comprends de quoi tu as besoin, je construis des objets dans ton Snowflake pour répondre à ce dont tu as besoin. Ouais. Et sincèrement, à ceux qui pourraient dire, non, mais alors attendez, c'est super simple, je vais prendre mes 5 requêtes les plus consommatrices et puis je vais les optimiser. Ouais, très bien, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ce qu'on vient de dire vous-même, mais ce qu'il y a de très certain, c'est que vous allez avoir un lag super important et à peu près le lag le temps qui va vous être nécessaire pour arriver à combler ce trou. Vous aurez les gens qui font du Power BI qui auront inventé un autre trou qu'il faudra combler. Et donc, vous allez toujours être en retard d'un moment avec de la surconsommation. Et puis aussi, paradoxalement, c'est pas seulement que de surconsommer, c'est de faire que des requêtes qui répondent lentement. Certes, ça fait tourner de la CPU plus longtemps chez le cloud provider, mais ça génère de l'insatisfaction pour vos utilisateurs. Et ça, c'est aussi un autre point. Le temps de réponse, quand on veut faire un drill down dans un dashboard, c'est clairement un truc qui a son intérêt. Alors, comme on l'a vu dans un précédent épisode, c'est l'intérêt d'avoir basculé ce podcast à un format vidéo. C'est que quand on a un produit comme ça qui
peut être visuellement impactant, c'est quand même vachement bien si on peut se faire une petite démo. Alors, tu as une petite démo phare que ceux qui étaient présents, je pense, au salon, Big Data Paris. au Big Data Paris, merci. Récemment, là où on s'est rencontrés la dernière fois, ont pu voir et qui m'avait vachement marqué. Et donc, je te propose de nous montrer ça si tu veux bien. Voilà. Donc avec plaisir pour une démo. Pour la démo, j'utilise Tableau, parce que moi je suis fan de Tableau depuis plus de 10 ans maintenant. Mais en fait, ce genre de démo tourne très bien sur Power BI, Omni, Microstrat, peu importe. Ouais, tout à fait. Tant que Sinon, vous ne l'outil est voyez que capable que les d'envoyer requêtes de des requêtes à refresh et Snowflake en direct finalement, query. C'est très important pour statistiquement, nous vous d'être n'allez dans le pas monde du arriver direct. à une réalité probante là-dessus, quoi. C'est clair. Exactement, on peut accélérer Voilà. les extracts, mais c'est pas là qu'il y a le plus gros intérêt, parce que finalement, les extracts qui sont faits sont souvent faits une fois par jour, peut-être même une fois par heure. Là, on parle d'accélérer vraiment l'ensemble des requêtes pour un ressenti immédiat et puis surtout être au plus près de la freshness de la Ouais, data. Si on a un c'est target clair. lag de 5 minutes, bah, on est sûr que les dashboards ont au pire 5 minutes de retard par rapport à la data source. Bon, dans la démo, hein, je suis sur le driver. Bon, mon board là sur mon laptop est connecté en direct query à Snowflake, et puis je suis évidemment sur le driver natif de Snow. Je vous partage pas mon mot de passe, même si à part des données, ah bah, alors, je vous le partage pas, mais faut que je le tape bien moi aussi. Donc c'est parti, première connexion. Bon, on le sait tous, un dashboard à la première connexion, notamment sur Snow, sur un Snowflake qui est endormi parce qu'il n'est pas forcément Ouais, utilisé toute la c'est journée chez clair. moi. Euh, on n'en tient pas compte. On va dire c'est le temps d'ouverture du dashboard. C'est pas ça qui va nous intéresser pour de vrai dans la démo. Même si en réel, une fois que la démo a tourné, je peux fermer le dashboard, le réouvrir. Pour le coup, vous verrez, il serait instantané aussi. Mais voilà, on va pas tenir compte et on va laisser un petit peu de chance à Snow, à Tableau pour setup leur connexion entre eux. Et on va, maintenant que le board est ouvert, discuter un petit peu de la data. Alors cette data, qu'est-ce que c'est? C'est de l'open data. Ce sont Ouais, les données de disponibilité des Vélib à Paris, des Vélib à New York. Les Vélib à New York s'appellent City Bike, mais voilà, c'est pareil, ce sont les vélos libre-service de New York. Il y a un code couleur qui est commun à tout le dashboard qui dit rouge ou vert, et tout un gradient de couleur entre le rouge et le vert. Rouge, en moyenne, la disponibilité est très mauvaise, donc il n'y a pas de vélo sur ce qu'on est en train de regarder. Vert, en moyenne, la disponibilité est forte, donc il est facile de récupérer un vélo euh, sur le point qu'on est en train de regarder. Et qu'est-ce qu'on regarde ici? On regarde à droite une carte avec un point par station. Donc là, vous avez l'ensemble des stations qu'on peut trouver à New York, des stations libre-service. Et puis, on voit qu'il y a des stations rouges, des stations vertes. Alors, qu'est-ce qu'on est en train d'étudier? On est en train d'étudier sur une plage de 7 ans la disponibilité moyenne pour chaque point. Alors, comment est calculée cette disponibilité moyenne? C'est assez facile, en fait. Chaque station envoie au serveur centralisé toutes les minutes une information disant j'ai tant de vélos qui sont disponibles, tant de bornes qui sont HS, et puis tant de bornes qui n'ont pas de vélo, elles sont libres, on va pouvoir déposer un vélo. Et grâce à cette information qui est envoyée une fois par minute pour chacune des stations, en fait, c'est assez facile derrière de calculer un ratio de disponibilité et de dire, cette station-là, elle est plutôt rouge parce que en moyenne, il n'y a jamais de vélo de dispo, ou elle est plutôt verte parce qu'en moyenne, il y a toujours un vélo de dispo, enfin au moins un, on va dire que le ratio tourne, je crois que je me suis mis à plus de 50 pour dire c'est vert. Du coup, cette information est issue en réel de une information par minute par station sur 7 ans. Je vous laisse pas faire le calcul, on parle de 360 millions de lignes. C'est du big data, c'est pas du big data. On va dire que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quelques centaines de millions de lignes et comment est-ce qu'on peut interagir rapidement avec ces quelques centaines de millions de lignes sur notre Snowflake et grâce à Tableau.
Ensuite, une fois qu'on a compris la carte, vous aurez assez vite compris, je pense, la heatmap qui se trouve à côté, qui montre un calendrier en fait, de lundi à dimanche et puis de janvier Je à suis déjà en train de décembre. compter. Donc Quel là, est on le a ratio de déjà deux grands disponibilité types, pour deux toutes les grandes stations dimensions en d'agrégation. On moyenne a la sur, dimension sur temporelle cette sur laquelle on a période-là. fait une agrégation pour Bon, la heatmap, et on a une dimension qui est la dimension géographique, enfin les dimensions géographiques sur laquelle on a fait pour agréger les points par localisation, et ainsi de suite. Donc ça fait déjà quand même deux grosses requêtes qui ont ratissé les 360 millions de lignes et qui ont nécessité de faire des agrégations. Exactement. exactement. Plus les quelques requêtes qui tournent pour aller chercher les informations de filtre ou de disponibilité de ratio global. Et puis en bas, selon le même principe, là c'est une vision à l'heure. Est-ce que la nuit, il y a beaucoup de vélos dispo et est-ce que entre midi et 13h, il y en a moins? De manière assez cohérente, on sait interpréter tout ça. Mais tu as raison, là on va retrouver même une troisième requête un peu grosse. Toutes ces Ouais. requêtes, et puis déjà, regardons un peu la data, quoi. Qu'est-ce qu'on voit? On voit autour de Central Park, les stations sont rouges. Donc globalement, les gens utilisent pas mal les vélos autour de Central Park, là où au sud de Manhattan, on voit que en moyenne, les stations sont plutôt vertes, c'est-à-dire qu'il y a un ratio de disponibilité moyen qui est plutôt bon. Et puis on voit autre chose assez rapidement, qui est assez cohérent aussi, hein. En avril, quand on est en pleine tempête de neige à New York, il y a des vélos de dispo. En août, quand il fait beau et que les oiseaux Ouais, chantent ouais, et puis que c'est potentiellement même les amusant, hein. New-Yorkais sont Ouais. partis en vacances, et C'est assez globalement, il y amusant, a hein, parce assez peu de vélos qu'effectivement, la dispo parce que les saisonnalité, gens on sont, voit sont vraiment sur les deux vélos. pics de, Tout ça, c'est de cool et puis c'est assez disponibilité facile. super forts qui sont Pardon. avril et novembre, qui correspondent à des moments où la météo est assez pourrie, quoi, finalement. Ouais. Ouais, tout à fait. Et ça se voit dès la moyenne, ce qui est assez intéressant parce qu'on sait aussi tous que un chiffre moyen, c'est pas toujours facile de le lire quand on parle de données aussi volumineuses et puis aussi disparates parce que Ouais. les stations qui se trouvent au nord de Brooklyn versus celles qui se trouvent au sud de Manhattan, on pourrait s'attendre à ce que ça tire dans les deux sens et qu'en fait, ce soit pas si facile que ça d'en tirer des conclusions. Cette donnée, on n'analyse pas tous de la donnée de disponibilité de vélo au quotidien, mais je la trouve sympa parce qu'elle permet assez facilement de se projeter dans des use cases qu'on a tous dans nos entreprises. Ça peut être une performance par produit et puis par date. Ça peut être une performance par magasin et puis par date. Mais on se retrouve, comme tu le disais tout à l'heure, très souvent dans le cas. J'ai plusieurs axes qui sont potentiellement orthogonaux à travers lesquels j'ai envie d'analyser ma data. C'est le produit qui est plutôt orthogonal à la dimension client, qui elle-même est souvent orthogonale à la dimension date, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver à peu près chez tous les retailers. Est-ce que je dois regarder et est-ce que je vais analyser ma donnée en travaillant sur les produits ID et les catégories de produits, ou est-ce que je vais plutôt analyser ma donnée autour de l'utilisateur et donc l'utilisateur ID ou la catégorie d'utilisateur, Ouais. ou est-ce que je vais plutôt Et puis regarder surtout, ma ça donnée met à en travers la exergue date qu'il et n'y a puis en pas une fait souvent partition, c'est la un date qui schéma de gagne parce que c'est partition tout ce qu'on veut tous évident qui va regarder, permettre qu'on va de regarder à solutionner tous travers la ces date. problèmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se retrouve dans la situation où, si on partitionne par date, ok, on va résoudre une petite partie du problème. Si on partitionne par lieu géographique, les histoires calendaires, elles seront pas couvertes. Donc là, on se retrouve vraiment sur le fait que à chaque requête, finalement, on a besoin d'apporter une solution, une optimisation qui lui est propre, quoi. Tu as tout à fait raison. Là, nous, on a fait un choix sur cette donnée. Je vais t'expliquer comment on a fait ce choix. Mais on a fait le choix que sélectionner quelques stations ID sur la droite soit hyper rapide. Et merci Snow, effectivement, avec le choix qu'on a fait, ça va vite. C'est top. Donc là, je suis quand même en train de scanner, ou en tout Tu cas en fais des train de sélections jouer de carrés avec d'un kilomètre par 360 un millions de kilomètre à lignes, peu près, à et tout on voit bien casser, et qu'on est puis dans tout de l'instantané, suite ça c'est-à-dire, refresh. je fais des Mais ça sélections, refresh dans et un puis temps ça va vite, super quoi. acceptable parce que finalement, on a un temps de calcul, j'essaie de voir avant que Snowflake ait fini de répondre.
Alors justement, Ouais, ouais, c'est pardon, instantané. pendant que tu parlais, moi j'ai décidé de faire une autre sélection, c'est une sélection avec plus de stations. Mais globalement, si je prends très peu de stations, c'est instant. Et on ira regarder si tu veux les logs de snow un peu plus tard. Mais globalement, si ma sélection est petite, ça va aller très vite. Si ma sélection est grande, ça va prendre plus de temps. C'est super cohérent. Pourquoi ça fait ça? Ben, on a décidé nous de partitionner par station ID. Et Hmm. pourquoi on a décidé de partitionner par station ID? Mais notamment parce qu'en fait, derrière ce modèle-là, j'ai un modèle en étoile, avec une table de faits dans laquelle j'ai toutes les informations par minute qui sont remontées pour chaque station, et puis une table de dimension à côté, qui est sur les stations, en fait, et qui me permet de positionner la station, d'avoir un nom de station, d'avoir une taille de station, c'est le nombre de bornes de la station. Bon, ce partitionnement me permet de répondre rapidement si je m'intéresse à une sous-partie de mes stations ID. Ce partitionnement, lui, est problématique dès que je joue avec la date. Donc, potentiellement, si je jouais aussi avec une catégorie qui n'a rien à voir avec la station ID, par exemple, la catégorie utilisateur. Et c'est super standard. C'est vraiment un problème qu'on rencontre tout le temps dans les équipes data. Et d'ailleurs, qu'on soit en one big table ou pas, c'est qu'est-ce qu'on va faire? On sait qu'on veut analyser cette data selon des axes qui sont orthogonaux. Ouais. Partitionner en fonction des deux familles d'axes, ben, ça marche pas. Parce que ça va être les deux premières colonnes de partition qui vont servir à quelque chose et qui vont permettre d'accélérer. Donc face à ça, bah, de toute façon, je suis un peu coincé, quoi. Alors on n'est pas tout à fait coincé. Comme on est dans Snowflake, et comme tu l'as dit tout à l'heure, Snowflake a une capacité d'auto-scaling, enfin même de scaling tout court, qui est énormissime. Là, je suis sur un Snowflake small. Donc ma requête qui, lorsque je clique sur joint, mais je pense qu'on est à 10-15 secondes, bah, j'ai qu'à passer en médium pour qu'elle soit à 7 secondes, et puis en large pour qu'elle descende à 3 secondes, et puis en extra large pour qu'elle descende à 1 seconde, 2 secondes, ce qui va être suffisant C'est ce pour que j'allais dire. contenter J'étais en les train de compter utilisateurs. le nombre Mais de bon, crans j'aurais que tu fait avais grimpé, x8, effectivement, x16 sachant que en coût aussi. le small est déjà à 8 dollars de l'heure, si je ne m'abuse. Je crois le crédit est à 8 dollars. Bon, alors ça Ouais, c'est dépend un ça. petit peu de ce que tu as Et dealé quand tu es en avec small, Snow, tu es déjà à mais 2 oui, crédits de ton l'heure, quoi. Donc, crédit, on va dire qu'il est entre 2 et 5 dollars de l'heure en fonction de comment t'es. Euh, ouais. Et bah, du coup, bah, voilà, ouais. tu es à 16 fois plus. Si tu veux aller 16 fois plus vite, sur un temps de réponse moyen à 15 secondes, bah ouais, il va falloir au moins se mettre à 8 fois plus pour en revenir dans des temps de réponse qui vont être acceptables par tes utilisateurs. Ça fonctionne hyper bien. Bon, ça coûte cher, mais ça fonctionne hyper bien. Une autre solution, hein, c'est de dire, ok, ton board, Nico, il est pas rocket science, quoi. On croise les stations ID avec les jours de la semaine, les mois, bon, les années, parce que là, on a l'année en filtre. Il y a peut-être un filtre ou deux pour dire, bon, bah, je veux que un certain type de station. Et puis, on croise aussi par heure. Certains d'entre vous ont probablement déjà fait les maths. Vous avez raison. Le cube qui correspond à tout ça, il est calculable. Il est calculable et en plus, il sera rapide. Donc, on peut sûrement cliquer dans un bouton chez Ouais. Tableau et Ouais. puis le même, enfin, un équivalent chez MST, chez Microstrat ou chez Power BI et faire un extract. Ça va marcher aussi. Mais ça va marcher pour ce dashboard. Et puis, bah, pour le dashboard d'à côté, bah, il va falloir refaire la même chose. Et puis, en plus, que ce soit ce dashboard ou le dashboard d'à côté, dès que l'analyste va vouloir rajouter un axe dimensionnel, et ben, on est reparti dans un aller-retour. Et puis, bah, en fait, ça se schématise, ça se concrétise par des projets hein, dans nos équipes data. Et puis, bah, c'est parti, quoi. On revient dans le monde à l'ancienne où on construisait nos agrégats à la main. Sans compter que si on a cliqué sur le bouton extract, Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On typiquement, sort la data de la Snow, capacité Power BI qu'on va on utiliser, elle a un surcharge coût aussi, notre quoi. Donc, c'est-à-dire plateforme qu'à un BI. moment donné, Hein, faire des elles sont extracts puissantes, mais monstrueux dans Power BI, ça a un coût, ça fait que tu scales pas en termes de nombre d'utilisateurs. Et puis, j'ai envie de dire, c'est qu'une réponse très temporaire, quoi, au problème. c'est ça. Elle est temporaire et puis tu t'ouvres un peu de dead data, j'ai envie de dire de dead technique data, qui est bon bah après tu ouvres la boîte de Pandore
quelle est la fréquence à laquelle je vais rafraîchir mes extracts, et puis comment je vais cadencer mes 200 extracts, parce qu'au final, tu en auras fait au moins 200 sur ta plateforme Power BI, et comment je vais faire pour scheduler ça pour que tous les matins, à la bonne heure, tous les extracts soient à jour. Je suis sûr que ça, c'est des problématiques qui parlent à tout le monde. Bon, du coup, ces deux options-là, en fait, elles sont faisables, et c'est déjà ce qu'on fait tous depuis toujours sur nos stacks. On copie une memory ou on construit des agrégats quelque part, mais bon, c'est pas scalable, ça coûte cher, et moi j'ai quelque chose d'autre à vous proposer, quelque chose qui tournait déjà bien sur Hadoop et puis qui tourne de manière encore plus intégrée sur Snow. Let's go dans ça voudrait dire quoi de brancher Indexima là-dessus? Alors en fait, c'est assez simple. On va retourner dans notre connexion. Et puis ici, on va modifier une chose. J'ai préparé ma démo. Donc je suis quand même allé sur indexima.com et j'ai créé un compte. J'ai créé un compte et je me suis déclaré en tant que IDX DMO qui utilise Snowflake à tel endroit. Et voilà, ça c'est ce que j'ai fait avant la démo que je vous fais pas là. Et je vous invite à tous faire, parce qu'en fait, ça vous coûte rien de créer un compte chez Indexima. En revanche, ça vous offre beaucoup de choses et ça vous offre la capacité de faire ce que je vais faire maintenant. Donc, si vous connaissez Snow, vous savez qu'on est tous en account.snowflakecomputing.com pour se connecter à notre Snowflake. Mais en fait, à la place de account.snowflakecomputing.com, vous allez faire account.sf.indexima.io. C'est la seule modif qu'on fait. Alors, qu'est-ce que je fais quand c'est cette modif? En fait, je rajoute un rebond réseau chez Indexima, chez sf.indexima.io pour être précis, avant d'aller dans mon Snow. Et c'est là toute la magie de cette Indexima intégrée à Snowflake. Plus besoin de changer de driver, de changer d'utilisateur, tout ce qui est authentification reste le natif, et puis même en fait se passe avec Snowflake et absolument pas avec nous. Et je retourne dans mon dashboard. Je voulais pas être blessant, mais quand Et là, même. normalement, Vincent, tu me dis, ouais, cool Nico, mais ton dashboard n'est pas plus rapide. Mais c'est vrai, parce qu'on est dans la phase de learning. Alors j'ai beau avoir une démo qui est en mode agressif, c'est-à-dire que chaque requête qui passe va tenter d'être accélérée, chose qu'on ne fait pas en production, on attend qu'il y ait vraiment beaucoup de patterns qui passent avant de les accélérer. Il y a quand même un moment où le moteur Indexima il a besoin de se nourrir. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais encore nous faire supporter les 10, 20 secondes, 30 secondes de temps de réponse moyen nécessaires à ces requêtes-là, pour que le moteur Indexima puisse comprendre, en fait. Ouais, là, tu viens de sélectionner Donc par là, un jour le moteur Indexima va passer des requêtes qui sont tous les à status plus de 15 pour un secondes de temps de jour réponse de la moyen. semaine. Ok, ça trigger quelque chose chez lui. Exactement. Et je vais faire pareil là, sur un mois. Pas de magie. C'est toujours la même chose. Voilà, et c'est reparti. On rescanne les 360 millions de lignes. Passe-plat entre Snowflake et le tableau desktop. Et il n'y a rien qui est modifié sur ce qui se passe. Et c'est exactement les mêmes choses que ce qui était répondu auparavant. Tu as tout à fait raison. Voilà, je fais quelques sélections. Alors, ces sélections correspondent à la phase de dev, de design de ton dashboard ou même aux premiers usages de ton dashboard. Et puis, normalement, au bout de quelques minutes, on va se rendre compte. Donc, pas encore, apparemment. Voilà. Il va falloir attendre un petit peu que le moteur ait fini de bosser. Et je vois que la partie basse du graphique, elle est plus vite. Donc, je pense qu'on a quand même déjà des premières accélérations qui vont se faire sentir. Mais en fait, plus je vais utiliser mon dashboard, et plus le moteur va comprendre, le moteur Indexima, va comprendre qu'il y a des choses à faire. Et en fait, les choses à faire, si on regarde ce qui se passe dans l'interface graphique d'Indexima, hop, elles vont se retrouver dans ce qu'on appelle l'aggregation layer. L'aggregation layer, ce sont ces fameux mini-cubes, ces fameuses structures que Indexima pilote et demande à Snowflake de créer. Donc là, on peut voir que déjà sur notre démo, en fait, j'ai basculé dans l'interface graphique d'Indexima, mais j'aurais pu rester de l'autre côté. Il y a 3 dynamic tables qui ont été créés. Alors en fait, si je reviens ici et que je clique sur un mois qu'on n'a pas encore sélectionné,
je m'attends à de la Mais il y a le grande temps, il y a le rapidité. temps Et chez non. Snowflake, c'est-à-dire que tu as beau la créer, il y a le Eh bien, temps il va chez falloir Snowflake attendre encore un petit peu. qui remplisse cette table. Alors on voit par exemple que sur les jours, ça y est, c'est instantané. C'est ça. Ouais. Exactement. Ça y est, sur les jours, c'est parti. C'est instant. Là, je sélectionne des jours qu'on n'avait pas encore sélectionnés depuis tout à l'heure. Et on voit bien qu'on est parti dans le monde de l'ultra rapide. Et je vais retenter sur les mois. Et c'est toujours pas rapide. Et du coup, c'est très agaçant. Et donc, il y a le query history. En fait, on reconnaît le query history de Snowflake. Et dedans, tu as effectivement les queries avec leur durée. Et c'est effectivement, j'imagine qu'il y a une priorisation qui se fait sur celles qui sont plus longues pour pouvoir les traiter prioritairement Exactement. par rapport Là, on est sur le query à ça. history. Et donc, derrière, il y a toujours le même, entre guillemets, la même algorithmique que celle que tu avais précédemment, qui est de dire comment est-ce qu'on peut faire des éléments de factorisation par rapport au plan d'exécution des requêtes, et puis regarder, se dire, ben, finalement, ce sous-ensemble de requêtes qui correspond, ben, comme tu le disais tout à l'heure, principalement à un groupe by, hein, on fait quand même à peu près toujours la même chose, on fait toujours des groupes by et des jointures, et finalement, ben, ce groupe by, je vais être en mesure de faire que ce morceau de la requête ne fera plus appel à un groupe by, mais fera appel à une table qui a déjà été, enfin une dynamic table qui a déjà été agrégée. Ouais, tu l'as très bien dit. Et là, on voit bien dans le query history les premières requêtes de la démo qui étaient lentes, hein. On a subi 4 secondes, 3 secondes, 17 secondes, 20 secondes de temps de réponse, de temps d'attente. Ce sont les requêtes qui étaient purement forwarded. Et puis ensuite, on a commencé à rentrer dans le monde de oh tiens, il commence à y avoir des requêtes qui utilisent des dynamic tables, la DT 881, la DT 882. Et là, on est dans un monde de temps de réponse qui n'a plus rien à voir. 200 millisecondes, 213 millisecondes, 219 millisecondes, on est dans l'ultra rapide. Et plus on va avancer dans l'usage d'Indexima, plus en fait, bah, les requêtes vont se retrouver à être accélérées, c'est-à-dire des requêtes qui vont durer moins d'une seconde. Et votre aggregation layer, lui, il va être vivant, il va bouger comme ça pour s'adapter à vos usages. De la même manière que vous feriez des cubes, des extracts, des agrégats. Sauf que ces cubes, ces extracts, ces agrégats, en fait, se font de manière totalement automatisée par un robot, hein, le robot Indexima, qui écoute votre trafic en continu et qui, du coup, bah, a le mérite d'être exhaustif. C'est-à-dire que chaque nouvel pattern de requête qui passe va se retrouver accéléré par le robot. Voilà, ça marque un peu la fin de la démo. Si tu veux, je peux partager des slides pour expliquer ce qu'on vient de faire dans la démo, mais je pense que c'était assez parlant tel qu'on est là. Ouais, c'était super parlant. Attends, enfin, je pense qu'on a bien compris et j'aime pas le terme magie, en fait, je l'ai utilisé plusieurs fois parce qu'il n'y a pas de magie. Il y a juste quelque chose qui est. On dit souvent que l'IA est un truc qui va permettre de faire que les tâches rébarbatives et pénibles puissent être faites automatiquement par l'IA. Et là, on est en plein dedans, puisque finalement, cette algorithmique que vous avez, elle va faire le même boulot que celui que tu faisais quand tu étais data engineer et que tu étais devant ton cluster Hadoop pour dire ben, comment est-ce qu'on va réussir à optimiser le temps de réponse. C'est la même chose qui finalement est automatisée et qu'on a vu, il n'y a personne d'un point de vue humain qui peut être susceptible de faire ça aussi vite. Et donc de faire que le temps d'exécution qui coûte très cher à un moment donné, ben, se réduisent et deviennent très très rapidement réduits de manière drastique. On a vu, on est passé de 17 secondes à 200 millisecondes. Donc, c'est très sincèrement quelque chose de très simple. Alors, là où c'était un peu difficile pour vos précédents clients sur Hadoop, il fallait installer un produit on-prem et ainsi de suite. Ça devient beaucoup plus simple. On ouvre un compte chez Indexima et tu disais tout à l'heure que le premier compte, il est gratuit puisqu'on peut commencer à travailler avec Indexima de manière gratuite et accéder à votre produit. Et puis, très rapidement, derrière, ce compte va se connecter
à l'instant Snowflake et va être capable de répondre soit en direct, en pass-through direct quand il n'a pas encore fait d'optimisation, ou alors d'activer l'optimisation Exactement. super Le rapidement. premier compte est gratuit et même, en fait, c'est encore plus simple que ça. Si tu consommes moins de 10 000 requêtes par mois, ça reste gratuit. On sait bien que tout le monde a envie de son temps d'évaluation et bon, bah, en fait, si vous déployez une ou deux data viz sur Indexima, ça restera gratuit, peu importe la durée pendant laquelle vous l'utilisez. Nous, ce qui nous importe, c'est effectivement de réduire les factures Snow, mais en fait aussi, de manière un petit peu sans être prétentieux, le vrai driver chez nous, c'est de réduire l'empreinte compute qui se cache en dessous. Parce qu'en fait, quand tu attends Ouais. une requête, quand tu attends la réponse à une requête, ce qui se passe, c'est que c'est des serveurs qui bossent. Et ces serveurs, bah, c'est du compute. Ce compute, il t'est refacturé, donc évidemment que plus tu utilises de compute ou plus tu attends, plus ça t'agace ou ça te coûte cher. En réel, ça veut aussi dire que bah, c'est autant de CPU qui chauffent. Et Indexima est là aussi Mm. avec toute la modestie qui se cache derrière. Indexima est là en fait pour réduire votre empreinte carbone. On sait qu'avec les data viz, on a de l'usage récurrent. Bah, faisons en sorte d'optimiser cet usage récurrent et utilisons des robots. Et en l'occurrence l'intelligence d'Indexima, hein, qui est un layer qui est très très léger en termes de compute de notre côté. Mais utilisons ces robots pour dire bon bah voilà, il y a des patterns et ces patterns là, pour les accélérer, il suffit de créer ces 2, 3, 4, 50 structures d'agrégation in between qui vont faire que derrière, globalement, ça va plus vite, ça coûte moins cher, mais surtout, ça a une empreinte carbone qui est beaucoup plus faible. Excellent. Non, mais enfin, en plus, c'est vertueux, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, au-delà, moi, j'allais dire, il y avait effectivement ce temps de réponse, il y avait cette réduction de la CPU, et puis il y a aussi le fait que les gens deviennent plus efficaces parce que ils ont un truc qui répond plus vite, quoi. Aussi, c'est un vrai sujet d'adoption de Je ce vois point de que le vue-là. layer a changé, donc il a fallu au moteur peut-être un petit peu plus de chauffe que ce que j'espérais pour la vidéo. Mais maintenant, si je me promène sur les mois, voilà, on revient, enfin on revient. On est dans un monde Ah ultra bah là, on rapide, est, on est, c'est on ça. est maintenant dans Et là, je peux l'instantané, quoi. C'est sélectionner ça un peu plusieurs le truc. mois. Je peux m'amuser à rajouter aussi un jour comme ça. Et en réel, on voit bien qu'on retrouve ce qu'on a envie de retrouver dans une data viz type tableau, c'est je clique, j'ai ma réponse. Et pour avoir Ouais, cette réponse ultra ouais, ouais, rapide, ouais. il n'y a pas eu besoin de dev, donc pas de délai de mise en œuvre. Il n'y a pas eu Ouais, ouais. besoin de scaler notre Snowflake. En fait, on pourrait même le downscaler maintenant qu'on va vite. Il a suffi juste d'un peu de bon sens, c'est-à-dire je regarde les patterns et puis sur ces patterns de requête, je crée les bonnes structures côté Indexima, enfin côté Snowflake en l'occurrence. Ouais, je reprends un peu les métriques que tu nous avais données quand on préparait cet épisode. J'avais noté effectivement qu'un extra small, ça coûte à peu près sur une requête. On était à 144 secondes dans l'exemple que tu donnais dans ton deck là, et avec une moyenne à 50 secondes, ça faisait que ça coûtait 2 dollars par heure. Et si on voulait descendre à 3 secondes de moyenne de temps de réponse, il fallait passer un extra large. Mais là, on passait de 2 dollars à 32 dollars par heure. Et ça pour le coup C'est à ça. la fin faites les maths, il y a 750 heures dans un mois. Donc, on fait rarement de la requête 24-24, mais c'est clair qu'à un moment donné, ça a des impacts très très rapides. Et les ROI sont rapides à faire, quoi, en fait. Les ROI sont rapides à faire et puis tu rajoutes l'effet levier aussi qui est en fait nos Snowflake qui sont en auto-scaling parce que vous le savez pas, mais en fait il y a des mécaniques hyper smart et hyper intéressantes chez Snow. Vous avez un warehouse Snowflake en medium. Si ce warehouse se retrouve surchargé parce qu'il y a beaucoup de concurrence d'usage, bah, sous réserve que vous ayez bien configuré votre auto-scaling, ce warehouse va se multiplier par 2, puis par 3, puis par 4, puis par 5, pour pouvoir absorber le pic de charge. Tout ça, ça va se réduire aussi de manière automatique, magique, Ouais. parce que ça nous permet d'éviter d'avoir des files d'attente énormissimes, etc.
mais ça veut aussi dire que votre médium, il est multiplié par 2, donc il vous coûte 2 fois plus cher, puis par 3, On est puis par d'accord. 4, puis par 5, On sur est ces périodes d'accord de charge qu'effectivement, aussi. c'est le corollaire de ce côté assez sympa de l'adaptation directe. Écoute, c'était super. J'étais ravi qu'on puisse faire cet enregistrement avec cette démo de ton produit là. Où est-ce qu'on peut te suivre, Nicolas? Écoute, je parle un petit peu sur LinkedIn, beaucoup moins que toi, mais en réel, le mieux à faire, c'est d'aller sur indexima.com, de créer un compte et de brancher vos boards. Et vous verrez bien. Ensuite, vous entrez en contact avec l'équipe ou pas, mais Ouais, testez la magie. Ajoutez votre sf.indexima.io à la place de ouais, votre c'est clair. snowflakecomputing.com. Il est fort probable que si vous avez déjà quelque chose d'une time sensible, vous ayez directement une réduction de votre footprint sur Snowflake. Ça, c'est clair. Écoute, Nicolas, je suis ravi qu'on ait fait cet enregistrement, qu'on ait trouvé le temps de le faire, parce que je sais que toi, comme moi, on a des journées qui sont un petit peu chargées ces derniers temps. Je te remercie. J'espère que cette année 2025 qui s'ouvre devant nous va te permettre de pouvoir continuer à développer le produit. J'imagine que vous avez déjà d'autres plateformes en vue. Et ben, on se reparlera à cette occasion. On se reparlera à la sortie du prochain xx.indexima.io qui sera effectivement la prochaine plateforme sur Super. laquelle on Allez, à fera. très bientôt. Salut, merci Merci d'avoir beaucoup, à écouté ce bientôt. Big Data Hebdo jusqu'au bout. On espère que vous avez passé un bon moment à l'écouter, un aussi bon moment que nous avons eu à l'enregistrer. Et d'ici le prochain épisode, continuez à utiliser vos données et faites-le bien. À très bientôt. Pas mal.